Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui une nouvelle UAP News et on va voir qu'il y a encore énormément d'informations intéressantes et on découvre aussi peut-être quelques canaux de désinformation et vous allez voir pourquoi. On va regarder aussi une information tout à fait intéressante qui est encore scientifique parce que à chaque fois que j'essaye de faire une UAP News, j'essaie de donner en fait les éléments concernant la science et les phénomènes aériens non conventionnels. Donc on va s'arrêter tout de suite déjà à une première information et pas des moindres, il s'agit de la Fondation Sol. Alors c'est une traduction bien sûr de la page. Alors la Fondation Sol, qu'est-ce que c'est? C'est une fondation qui se lance dans la recherche des phénomènes aériens non identifiés. Et vous allez voir, ce n'est pas rien, c'est pas la petite structure. Une nouvelle fondation scientifique. Donc c'est bien une fondation scientifique qui réunira des universitaires, des experts de la fonction publique de classe mondiale pour mener des études universitaires sur l'implication des phénomènes aériens non conventionnels. L'organisation fournira également des recommandations politiques concrètes aux dirigeants gouvernementaux sur la base de ces recherches de pointe. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une toute récente information, hein, ça date du 15 août. Donc, au 15 août 2023, aujourd'hui, marque le lancement de la Sol Foundation, donc un nouveau groupe de réflexion qui a été créé pour rechercher les implications philosophiques, politiques et scientifiques des phénomènes aériens non identifiés. Dirigé par Gary Nolan, professeur au département de pathologie de la faculté de médecine de l'université de Stanford, et par l'anthropologue socioculturel le Dr Skyfish, la Fondation Sol rassemble des équipes d'universitaires et d'experts gouvernementaux de classe mondiale, dont l'ancien inspecteur général de la communauté du renseignement, Charles McCullough. 3. En tant que conseiller juridique, pour mener des recherches et fournir une expertise politique autour de l'UIP, ainsi que pour aider à établir le programme d'une étude plus large donc sur ces phénomènes. Alors que la révélation de réalité des phénomènes est susceptible de changer le monde dans tous les sens du terme, bah là ça on l'a vu au travers des différents projets scientifiques. On avait vu par exemple un projet scientifique sur l'analyse hyperspectrale, l'analyse ukrainienne, donc des fois que je parle, l'analyse, le projet d'utilisation des observatoires modaux concernant en fait le ciblage des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc voilà pourquoi en fait ça change en fait tout simplement le monde scientifique dans tous les sens du terme. Donc la mission de la Fondation Sol est d'être une source de recherche de premier plan sur la question tout en fournissant des recommandations politiques les plus éclairées et les plus perspicaces au gouvernement. La Fondation encouragera une des plus grandes transparences du gouvernement, favorisera le partage collaboratif et l'examen des connaissances académiques et défendra une évaluation et une analyse méthodique et scientifique robuste. Alors que les gouvernements commencent à reconnaître et à discuter ouvertement du phénomène, le moment est venu de mener des recherches universitaires sérieuses et crédibles sur la nature potentielle du phénomène et ses vastes implications pour la science et la politique, a déclaré le Dr Gary Nolan, directeur exécutif du conseil d'administration de la Fondation. Nous nous engageons à contribuer à orienter le débat public à grande échelle dans les termes que tout le monde peut comprendre. Dans les recherches consultatives, la Fondation recommandera des politiques fédérales pour faire face aux défis aux précédents soulevés par les phénomènes. La Fondation publiera des prochains livres blancs pour proposer aux législateurs, ça c'est excellent parce que sensibilité le législateur, des recommandations sur la manière dont les programmes existants du ministère de la Défense, de la communauté du renseignement et de certains ministères fédéraux pourraient commencer à consacrer du temps. Ça est en espérant qu'ils écoutent. Des ressources et du personnel à l'étude du phénomène. Il travaille également à l'élaboration d'un premier cadre politique de l'UIP pour l'Union européenne. Alors ça, justement, on en parlait dans les commentaires YouTube, mais que fait l'Union européenne, que fait la France, etc. Et donc, il y a l'élaboration d'un premier cadre politique pour l'Union européenne. Ah, ça, c'est vraiment très intéressant parce que, sachant que c'est des scientifiques de premier plan qui vont se rassembler, des universitaires, l'Union européenne va être à l'écoute.
D'accord. On n'est plus à l'envoi de lettres un petit peu folkloriques à ces députés. On n'est plus une association d'amateurs qui veut en fait mobiliser des politiques. Là, on est vraiment en fait dans une structure scientifique de premier plan qui va justement sensibiliser des politiques, de la politique européenne sur ce plan-là. Ce qui distingue la Soul Foundation des autres organisations émergentes, c'est qu'elle sera dirigée par plusieurs des grandes voix publiques sur le phénomène, dont beaucoup viennent de niveaux supérieurs du monde universitaire et du gouvernement, a déclaré le Dr Skyfish, directeur de la recherche. À la Fondation Sol, nous réunissons des spécialistes de renommée des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines, de l'ingénierie, des sciences de l'information et d'autres disciplines axées sur la technologie, non seulement pour développer une recherche purement universitaire, mais aussi pour fournir des conseils et des recommandations politiques au secteur public. Donc du 17 au 19 novembre, la fondation organisera sa première conférence annuelle à l'université de Stanford, carrément. Donc où elle couvrira des sujets allant de l'étude scientifique aux questions philosophiques soulevées par le phénomène et aux problèmes de sécurité mondiale associés. C'est vrai, c'est un problème de sécurité mondiale. À propos de la fondation, donc elle a été créée pour entreprendre des enquêtes rigoureuses et avant-gardistes sur tous les aspects de l'UAP. C'est marrant ça de mettre avant-gardiste. Il est dirigé par des spécialistes réputés, respectés de sciences naturelles, sociales, ingénierie, sciences humaines, professeurs de département de pathologie, etc., anthropologues. La mission de la Fondation Sol est de faire progresser une compréhension plus large des phénomènes aériens non conventionnels. Il encouragera une plus grande transparence du gouvernement, ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure là dans la déclaration qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils encouragent le politique, en fait, tout simplement, à avoir une transparence, si vous voulez, au travers par exemple des pays. Que les pays, par exemple, ça concerne l'Europe, d'avoir une plus grande transparence dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la prise en compte des phénomènes vis-à-vis du public. Voilà, et une transparence vis-à-vis des scientifiques, parce que les scientifiques ont besoin de matière. Donc il faut que des services liés au renseignement et à l'armée en particulier leur donnent de la matière, sachant que ces services-là en ont. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment encore une bonne démarche, hein, c'est encore vraiment une démarche que j'appuie à 100%. Parce que là, on est encore plus dans le folklore. On l'a vu avec, bien sûr, le SCU. On le voit avec plein d'autres organismes, hein, voilà, ou des organismes aussi qui regroupent des témoignages de pilotes civils et militaires, etc. Mais là, on est vraiment sur une fondation qui va faire de la recherche. Voilà, de la recherche, des enquêtes, de la recherche et peut-être en ayant des moyens de la recherche fondamentale. Ce qui est là d'un point de vue scientifique, ce sera vraiment extrêmement intéressant. Sachant qu'on a vu que c'est quand même pluridisciplinaire. Hein. L'étude est pluridisciplinaire, mais là on voit que la fondation elle est pluridisciplinaire. Hein. Il y a vraiment de tout en fait, tout simplement. Donc ça c'est excellent. Donc il encouragera donc une plus grande transparence du gouvernement, favorisera le partage collaboratif. Ça c'est très bien, partage collaboratif. On ne garde pas les éléments pour soi. Et l'examen de connaissances académiques, ça c'est bien parce que ça permet en fait de transmettre dans le milieu universitaire, dans le milieu des études, et puis en plus dans le milieu universitaire, c'est très bien par exemple pour des directions de thèse, d'étudiants qui veulent devenir scientifiques, qui ont besoin en fait de travailler sur des thèses. Ça pourra très bien, ça va démocratiser, si vous voulez, le fait le fait de mettre en place des études concrètes qui sont validées par des comités pour pouvoir, par exemple, avoir un doctorat. Avoir un doctorat, avoir une maîtrise quelconque. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre à des jeunes étudiants, à des jeunes qui sont très doués dans les études ou qui sont passionnés dans divers domaines, par exemple, de pouvoir faire une thèse sur cette question. C'est quand même incroyable. Hein. Il y a encore 5 à 10 ans, on n'aurait jamais entendu parler de ça. C'est incroyable le bond qu'il y a actuellement. Donc, elle défendra une évaluation et analyse méthodique et scientifiquement robuste. Oui, vu que les gens qui sont à l'intérieur de cette fondation, c'est quand même plutôt robuste. Donc voilà pour cette nouvelle fondation Sol, voilà, donc qu'il faut encourager. Alors bien sûr, je suis sur le site assez souvent, donc dès qu'il y a une nouvelle information, on la mettra. Bien sûr, on suivra avec intérêt à propos de cette fondation. Bien sûr,
sa conférence du 17 au 19 novembre. Je pense qu'on va avoir des images, des vidéos, etc. Peut-être qu'on aura aussi, si c'est vraiment bien démocratique, c'est aussi, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix en fait de se faire connaître. On aura en plus sûrement le rapport justement de cette conférence, au compte rendu, etc. On va s'y intéresser, ça va être absolument passionnant, je peux vous l'assurer, vu les personnes qu'il y a dedans. Voilà, alors une autre information, ça concerne une information de l'astrophysicien Avi Loeb. Alors si vous connaissez l'astrophysicien Avi Loeb, il était très connu, il a été controversé par ses pairs. On en parlait justement lors du premier live sur les États-Unis, etc. Et donc, c'est vrai qu'elle était controversée par rapport à ce qu'il avait déclaré à propos d'un objet, en fait, Oumuamua, c'est le fameux objet qu'il aurait déclaré comme artificiel, qui s'était approché, en fait, qu'ils avaient repéré. Et il y a aussi donc sa fameuse recherche dans l'Antarctique, etc., d'objets apparemment qui pourraient être artificiels. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit donc encore c'est dans bien sûr le The Guardian. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit que les ovnis devraient faire l'objet d'une étude générale. La science doit apporter de la clarté. Bon, bah là, c'est clair, c'est net. Là, il vient de mettre un pavé dans la mare dans le monde scientifique. C'est un astrophysicien de renom, qui est très connu, qui a fait énormément comme travaux, qui va même sortir un livre d'ailleurs. Donc, Avi Loeb, connu sous le nom d'Avi, est professeur d'astrophysique à l'université de Harvard. Il a commis l'impensable. Mais oui, mais c'est ce qui marque dans l'article. Il a commis l'impensable. C'est impensable qu'un type de ce niveau. Alors pour d'autres, je dis bien pour d'autres, c'est impensable qu'un plus de ce niveau puisse parler de ça. Donc il a voulu à plusieurs reprises, excusez-moi, réfléchir à l'existence de la technologie non humaine dont elle peut s'expliquer sur certaines observations astronomiques déroutantes avec lesquelles la science dominante a du mal. Oui, la science dominante a du mal. Mais là, la science dominante va changer, en fait. Elle va se transformer. Vous savez, c'est un petit peu comme une ufologie. Vous avez l'arrière-garde, vous savez, je vous parle souvent de l'arrière-garde, c'est un peu ça en fait. La science c'est pareil, vous avez en fait l'espèce d'arrière-garde qui veut pas que ça bouge, mais vous avez en fait les nouveaux, les plus jeunes qui veulent que ça bouge, et puis qu'on parle aussi de ce phénomène, etc. Et là c'est bien parce que j'ai l'impression que cette arrière-garde est en train de décliner aussi d'un côté de la science, elle décline en matière de l'ufologie, ça n'apprécie pas, j'ai vu les commentaires, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'en fait ça se renouvelle et puis renouveler la parole. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là ça fait réfléchir. Donc ça fait réfléchir du point de vue de la société, puisqu'on renouvelle justement la ressource humaine sur la question. On dira ça comme ça. Donc, certaines observations astronomiques déroutantes avec lesquelles la science donc a du mal. Loeb, 61 ans, est l'auteur de Interstellar, The Search for Extraterrestrial Life on Earth's Future Beyond Earth, une suite à son best-seller qu'il avait écrit avant. Donc, le jour de notre conversation, le gouvernement américain se préparait à tenir une audience. Donc ça c'était pour les lanceurs d'alerte sur les ovnis avec l'officiel à la retraite de l'armée d'air, ancien responsable du renseignement, David Grosh. Voilà, quand il s'agit d'ovnis, pourquoi est-ce joint des simulations du gouvernement? Pourquoi les astronomes ne voient-ils pas d'ovnis? Ça c'est pas vrai, ils en voient. Ne sont-ils pas ceux qui regardent le plus le ciel? Le gouvernement sera le premier à reconnaître tout ce qui est inhabituel dans le ciel sur les sites d'accidents, car son travail quotidien consiste à s'inquiéter de la sécurité nationale. Je vous en ai parlé. La première inquiétude, c'est les données d'intrusion. Alors, je vous ai parlé, il y a une frontière terrestre, une frontière aérienne, un pays, surveillé par des radars, surveillé par des avions, etc.
Et la première inquiétude, c'est la sécurité nationale, c'est l'intrusion à l'intérieur en fait de votre espace, de votre pays. Et puis le but, c'est quand même d'identifier. C'est un point de vue de sécurité nationale. Les phénomènes aériens non conventionnels, c'est un point de vue de sécurité nationale. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est si opaque en France, parce que c'est un point de vue de sécurité nationale. On parle d'intrusion d'un phénomène, sachant que c'est sûrement un phénomène qui ne le contrôle pas. Donc, sécurité nationale et surveiller l'environnement à proximité. Normal, les astronomes pointent toujours leur télescope sur des objets très éloignés, se déplaçant lentement. Ils ne recherchent rien de rapide ou à proximité. Alors ça va changer, on l'a vu avec le projet d'Astronomic College sur l'utilisation des observatoires modaux. Donc il est donc possible que si quelque chose d'inhabituel se produisait, le gouvernement américain le remarquerait en premier. Mais quel est votre projet Galileo pour les recherches des preuves d'artefacts technologiques extraterrestres? Nous avons construit le premier observatoire du projet Galileo à l'université de Harvard et nous surveillons le ciel en permanence par infrarouge, optique, radio, audio. Nous utilisons un logiciel d'apprentissage automatique. Je sais qu'ils utilisent aussi l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le gouvernement déclassifie l'information. Est-ce qui a déclenché votre intérêt sur les ovnis comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire phénomènes anormaux non identifiés? J'ai été déclenché par la découverte de l'objet interstellaire, donc Oumuamua, en octobre 2017. Il est passé près de la Terre, donc c'est vrai que ça avait fait grand bruit, si vous vous rappelez. Et puis la communauté scientifique, c'était complètement vraiment l'avait ciblé, l'avait complètement ciblé. Donc voilà donc pour l'article. Alors vous avez des critiques pointues pour avoir abordé ce sujet. Selon vous, qu'est-ce qui motive ces réactions négatives? Ça c'est intéressant. Il dit la jalousie académique. Il voit l'intention qui suscite mes recherches et essaie de marcher sur cette fleur qui s'élève au-dessus d'un niveau de l'herbe. Ce que je veux dire, c'est que la science peut être passionnante si elle suscite de l'intérêt public. Le fait que le gouvernement se soucie et parle d'objets qui ne peuvent pas être identifiés devrait en faire un sujet d'enquête au sein du courant dominant de la science. Bah oui, c'est notre devoir civique en tant que scientifique d'apporter de la clarté en utilisant des instruments et des méthodologies scientifiques. Au lieu de ridiculiser et d'être jaloux de l'attention que je reçois, ça, il considère. Alors, il a mis un message sur Medium. Je crois que c'était sur The Medium qu'il a mis un message. Et puis, il dit bien qu'en fait, ils sont jaloux, en fait, tout simplement, de ce qu'il produit. Ils sont jaloux parce qu'en fait, il est au devant de la scène. Alors, moi, ce que j'avais en fait écrit sur Twitter à propos d'Avilob, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est un peu le jeune Mac. Avilob, c'est un peu le jeune Mac des médias, quoi. C'est-à-dire que John Mack avait été ridiculisé par rapport, en fait, à son intérêt, ce psychiatre, prix Pulitzer, etc., qui avait montré son intérêt, par exemple, face à une enquête, l'enquête du Zimbabwe qui se nomme Ariel, sur l'observation, etc., d'enfants, d'un phénomène, et puis apparemment, entre guillemets, de ces pilotes. Et donc, c'est vrai que John Mack, il avait été devant de la scène, il avait été super médiatisé, etc., et il avait eu effectivement la jalousie. Et d'ailleurs, il avait tellement eu la jalousie qu'après, on l'a pris pour un fou, même au sein d'ailleurs de Harvard. Donc, c'est quand même assez grave. Donc, au lieu de le ridiculiser, donc il parle des phénomènes ou d'être jaloux de l'intention que je reçois, les scientifiques devraient se joindre à moi dans cette recherche. Si nous insistons sur le fait tout ce que nous voyons doit correspondre aux connaissances du passé, nous n'apprendrons jamais quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est vrai. C'est donc un aspect de mon livre Interstellar. Donc voilà. Donc voici en fait cet article. Donc lui, il déclare en fait devant la communauté scientifique mondiale qu'il faut s'intéresser au sujet. Donc c'est une prise de risque énorme, sachant que les médias, c'est pas des grands. Les médias, ils soutiennent pas obligatoirement les scientifiques, même s'ils ont du crédit, même ils ont un crédit, ils sont absolument crédibles. Ils soutiennent pas obligatoirement ce genre aussi de discours. Alors là, ici sur The Guardian, c'est très correct, c'est traité d'une manière très correcte. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans les questions, il parle justement de prise de risque. C'est vrai que c'est une prise de risque. Alors, voici sa dernière interview qu'on va regarder. Ça dure 4 minutes. It does feel like UFOs are having a moment, Avi. We had the congressional hearings. Alors, j'ai traduit. Something everybody's talking about. It's all the buzz.
with these stories and the testimony, but it seems like in the scientific community there's almost a different feeling, at least in relation to the latest developments. C'est une interview très récente, hein, Neil deGrasse Tyson qui a un jour. said Voilà. to Elizabeth Vargas, and then I'm curious what you think about it. Let's take a listen. Well, in science, what people perhaps don't know is that eyewitness testimony is some of the lowest form of evidence you can bring to a scientific conference, which is odd because in the court of law, it's considered quite high. So here we are in these hearings thinking that the pedigree of the person delivering the information adds truth value to what they're saying. Whereas in science, part of what modernized science was our ability to create methods, tools, and machines to replace human senses in the reporting of what we experience. So Il parle, par exemple, lui, il est connu, hein, lui, hein, qui parle de nouvelles méthodes, en fait, de nouvelles méthodologies d'approche. On a l'impression que nous recevons de nouvelles informations. Well, the problem is really that people like Neil are pretending they really care about data, but they're not seeking the data. He is talking about it, but he is not practicing science. And what I'm trying to do, il y a des mauvaises traductions, mais en fait, dans en globalité, il considère qu'il considère qu'il y a bien des objets, de toute façon, et qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir lancer des recherches scientifiques. Hein. It's an extraordinary claim. You need evidence in order to say anything, but he's not actually doing it. And practicing science. Oui, c'est vrai qu'il avait déclaré Tyson qu'il n'avait pas de preuves, mais bon, il faut inventer une nouvelle méthode en même temps pour en avoir. And I actually follow the evidence, and so that's what we try to do now. What I find strange is that many scientists resist this approach of trying to collect the evidence, not only that they're not engaged in it. Ouais, il trouve curieux que les scientifiques résistent à cette approche consistant à essayer de recueillir donc des preuves. Non seulement cela, c'est vrai, parce que c'est ce que je dis, c'est ce que je dis par rapport à ça dans mon, si je rajoute un commentaire à ce que dit Avi Loeb, c'est facile de dire qu'on n'a pas de preuves, mais si on n'invente pas une méthodologie pour essayer d'en avoir, on n'en aura jamais. C'est pour ça que, par exemple, on a vu avec l'étude ukrainienne concernant les données spectrographiques, et on a vu le projet, l'utilisation d'observatoires astronomiques, observatoires modaux. On a d'autres projets en cours. On l'a vu là tout de suite, tout à l'heure, avec la Fondation Sol. Donc, effectivement, il faut inventer. Il faut que la science se réinvente par rapport à ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, si vous regardez ma vidéo sur les sceptiques rationalistes et la position du scientifique, Stengers, elle le dit bien. C'est vraiment, en fait, ce qu'elle raconte, c'est vraiment d'actualité en fin de compte. Parce qu'elle dit bien, le scientifique n'a pas inventé la manière dont il faut s'intéresser au phénomène. Là, on est en train de le faire. Bon, on est en train de le faire par rapport à des organismes indépendants. Mais là, on voit par exemple une personne comme ça, de renommée mondiale, qui a un département à Harvard. Bon, on est en train d'apprendre. En fait, la science, c'est un enfant. Alors, je sais que là, ça va, si je dis ça va criser. Mais la science, par rapport à ça, par rapport à ces données, c'est un enfant. Il ne sait pas. Donc, comme il ne l'a pas inventé, un enfant, pour vous expliquer, n'a pas appris, par exemple, un tout petit enfant n'a pas encore appris à monter en fait un petit étage supérieur, un escalier ou un canapé. Alors il va s'aider, il va essayer de s'accrocher, il va inventer son modèle pour pouvoir monter par exemple sur un canapé ou sur une chaise. On est d'accord? Et ben c'est la même analogie en fait qu'avec la science actuelle concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Elle n'a pas appris, c'est un enfant par rapport à ça. C'est quelque chose en fait qui va falloir qu'elle apprenne.
Et ils sont en train de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie des scientifiques au niveau mondial qui résistent à ça, qui veulent pas s'y intéresser parce qu'ils ne savent pas. Tout simplement, ils ne savent pas. Donc, va falloir inventer des modèles. Des modèles de recherche fondamentaux, basés sur plein de domaines, la physique, l'anthropologie, la sociologie, même la religion, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, ça part dans tous les sens, c'est pluridisciplinaire. Et donc, il faut absolument s'y intéresser. Mais pour ça, il faut réinventer. Alors donc, il faut que la science se réinvente. Et vous avez donc toute une partie, c'est un peu comme en ophéologie, comme je disais tout à l'heure, vous avez toute une partie qui ne veulent pas que ça bouge. Ils veulent pas de mouvement. Ils veulent pas que ça se débloque. Alors, à un moment, ça va se faire parce que la réaction, c'est que le temps avance et puis on vieillit et puis après on disparaît. Donc après, on est renouvelé. C'est comme ça. L'humain se renouvelle. La population se renouvelle. Donc je pense qu'effectivement, des messages sont lancés par de nombreux scientifiques, comme là, mais même par les fondations, par les structures. Et donc c'est lancé, donc ça c'est bien. Donc ce message est lancé et donc ça va aller vers les jeunes, ceux qui préparent des thèses, comme je disais, des thèses de doctorat, des maîtrises, tous les diplômes en fait, astronomie, astrophysique, sciences dures, mathématiques appliquées, etc. Et donc tout ça c'est intéressant, c'est intéressant et ça va aller vers cette jeunesse-là et ça va remplacer ceux qui voulaient pas que ça bouge. Mais c'est comme ça, c'est cyclique, c'est un éternel recommencement. If the government has materials or information that is currently hidden from view, because as a scientist, I agree with Neil that we need access to the data. Oui, donc il est curieux si le gouvernement a des matériaux. Ça, c'est par rapport à ce que déclare David Grosh, ce qu'avait déclaré David Grosh. Donc lui, il aimerait bien avoir les matériaux, ce qui se comprend en tant que scientifique. Yeah, it's true. I mean, we're all waiting for the government to come through and tell us everything. But for people who don't realize, I mean, Avi was literally out there with this massive, rake, essentially, raking the bottom of the Pacific Ocean, this massive mission, and they actually found these little stones. And it was kind of unbelievable that you were even able to find these things out there. Yeah, there they are. Ah oui, ces petites sphères, les fameuses petites sphères, tectites, je crois. Tectite, tectique, ça s'appelle comme ça, c'est un nom un peu spécial. C'est par rapport à une étude, il y a une étude scientifique, donc par rapport à quelque chose qui est tombé dans l'eau, en fait, simplement, dans la glace, et puis il pense il a l'idée que c'est soit naturel, mais c'est très spécial, ou soit totalement artificiel. Donc le but, c'est de collecter des preuves. Donc là, il présente son livre. Bon, c'est bien américain, c'est sûrement son éditeur qui a dû lui dire surtout présenter le livre, qui à mon avis va faire grand bruit. C'est pas écrit. Voilà pour cette information. Alors, écoutez, David Loeb, je trouve ça bien. Alors, forcément, il prend des risques impensables. Certains diront inconsidérés. Moi, je pense pas parce que en fait, il y a de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à la question. Donc, c'est bien, voilà. Donc la science avance. Je me souviens d'un livre sur l'ufologie que j'ai dans ma bibliothèque, ça s'appelle OVNI, la science avance. Je crois que c'était Jean-Claude Bourret. Oui, la science avance. Voilà. Donc on peut être vraiment, on peut être véritablement content de cela. Voilà. Donc alors, autre information, on va passer donc à autre chose. Alors on va passer un petit peu à la désinformation, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est sur le The Telegraph. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors la Chine pourrait être responsable des ovnis selon l'ancien responsable de l'enquête de la NASA. Donc le docteur Thomas Surbutchen affirme que les ovnis volants non identifiés sont réels, ça y a pas de souci, pour être une technologie de pointe hostile. Mais alors, on va lire un peu l'article parce que j'ai vu qu'il y avait des méprises en fait sur Twitter. Il y en a qui ont dit que ce personnage qui a quitté la NASA en 2022
dit que effectivement il y a des phénomènes aériens non conventionnels, phénomènes aérospatiaux non identifiés, et donc en même temps il dit aussi que c'est peut-être bien terrestre. Donc il y a des méprises là sur Twitter en ce moment. Tout le monde met oui il a dit ça, mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc les objets volants non identifiés sont réels et pourraient être hostiles à une technologie de pointe, a déclaré l'ancien responsable de l'enquête sur les ovnis de la NASA au milieu d'un regard d'intérêt sur le phénomène. Le docteur Thomas Surbutschein, l'administrateur associé et le plus ancien de la NASA pour la direction des missions scientifiques, a été invité à diriger le panel sur le phénomène anormaux l'année dernière. Bah oui, on les avait vus en plus, vous pouvez les voir en fait sur YouTube. Donc il a récemment quitté l'agence spatiale pour l'ETH de Zurich, la célèbre université publique de son pays d'origine, la Suisse. Après avoir lu de nombreux rapports et à parler de témoins qui ont vu des étranges objets dans le ciel, le docteur Surbutschein a déclaré qu'il restait convaincu qu'il y avait quelque chose là-bas. Alors, il pense effectivement qu'il y a quelque chose. Et vous allez voir. Il a déclaré non seulement j'ai parlé aux pilotes, mais j'ai parlé à des individus qui avaient fait des observations. Ils étaient vraiment convaincus. J'avais vraiment l'impression qu'ils m'avaient dit la vérité subjective. Ils ne mentaient pas. Ils n'inventaient rien. Je pense qu'il me racontait ce qu'il avait vu. Effectivement, ils racontent ce qu'ils ont vu. Ils vont raconter donc véritablement les faits. Le fait qu'il y ait des phénomènes inexpliqués n'est pas une question pour moi. Ce qu'ils sont et ce qu'ils signifient et comment prouver leur existence est quelque chose qui nécessite davantage de travail. Il pourrait y avoir plusieurs explications. Si nous examinons la technologie, elle n'est peut-être pas conviviale et c'est quelque chose que nous devrions savoir. Il pourrait s'agir d'une technologie provenant d'un endroit sur Terre et ce serait assez effrayant. Tiens, c'est marrant qu'ils mettent ces petites hypothèses en avant. Cela pourrait être un phénomène naturel, comme des nuages luminescents ou quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, et ce serait très intéressant. Alors, effectivement, on peut parler des Sdalen, où il y a des... Les Sdalen, il y a des choses qui pourraient être naturelles, mais pas tout à fait, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore vraiment toutes les données, même s'il y a quand même beaucoup eu de missions scientifiques. Mais il pourrait s'agir effectivement de phénomènes véritablement assez incroyables, naturels, mais assez incroyables. Et cela pourrait être une sorte de problème, de caméra qui se produit. Il a ajouté qu'il était important de se demander si les ballons espions chinois pourraient être à blâmer, après que l'un d'eux ait été abattu par les pilotes de chasse américains en février. Si vous vous en souvenez, l'histoire des ballons. Nous ne pouvons pas ignorer l'ensemble du phénomène des ballons, car si nous ignorons ce que nous voyons, nous serons soudainement surpris. Bien que traditionnellement, les gens prétendent avoir vu des ovnis étaient qualifiés de fous et de théoriciens du complot, de témoignages provenant de sources légitimes ont conduit la NASA à prendre la décision au sérieux. Alors ça, c'est dû depuis 2017. Rappelez-vous, 2017, les pilotes, etc. Alors il y avait eu des témoignages avant de pilotes, civils et militaires, depuis longtemps, depuis quand même pas mal de temps, sachant qu'en plus, il y avait les rapports du NARCAP, donc un organisme aussi qui existe depuis maintenant fort longtemps, qui est chargé de recueillir en particulier les témoignages de pilotes civils. Et effectivement, la NASA à un moment s'est dit bon, là c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des pilotes qui voient ça, c'est du sérieux, le trafic aérien, la sécurité nationale. En plus de ça, les gens c'est pas des hurluberlus, c'est pas le pauvre du coin qui voit un ovni à 3h du matin. Là, il s'agit de pilotes qui nous transportent des gens ou qui défendent leur pays comme ils protègent leurs frontières, voilà tout simplement. Donc, en 2021, Alex Dietrich, pilote de l'US Navy, a rendu public pour la première fois comment elle avait vu un ovni alors qu'elle stationnait au large des côtes sud de Californie sur le USS Nimitz en 2004. Les objets se sont déplacés à une vitesse incroyablement rapide, a-t-il déclaré, tombant d'une distance de 88 pieds en moins d'une seconde et sautant de dizaines de kilomètres. Ça, on connaît le cas. Voilà, donc tout le temps nous passons la radio, nous perdons la tête. Les pilotes ont été ridiculisés. Alors le capitaine David Fravor également stationné avait vu le tic-tac. Là, on va passer un petit peu. Donc, le docteur Surbutschein a déclaré la façon dont les pilotes de la marine ont été ridiculisés. J'ai ressenti pour eux cela ne s'est pas fait de bonne manière. Je suis convaincu qu'ils disent la vérité. C'est assez clair, ils disent la vérité. Ça, c'est évident. Les scientifiques les plus importants comme Einstein ont traversé une époque où la science traditionnelle les ridiculisait. Oui, tout à fait. Comme certains scientifiques ridiculisent Avi Loeb. C'est exactement la même chose. En 2021, le groupe de travail sur les phénomènes aériens du Pentagone a publié un rapport sur 144 incidents d'OVNI en 2004 et jusqu'à 2021, dont beaucoup ont été repérés par les pilotes militaires. Même si les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve que les objets provenaient de l'espace et d'un adversaire étranger, ils ont déclaré que la plupart pouvaient
pouvaient pas être expliquées. Les auteurs du rapport ont déclaré qu'il ne faisait aucun doute que les phénomènes étaient des objets physiques plutôt que des illusions d'optique causées par des conditions atmosphériques ou le dysfonctionnement de capteurs. Donc ils pensent à la technologie avancée. Les enquêteurs ont découvert que 18 objets avaient des systèmes de propulsion qui ne pouvaient pas être expliqués et ont déclaré qu'ils procéderaient à des analyses plus approfondies pour déterminer si des technologies avancées étaient présentes. En juillet, une audience du Congrès, donc d'anciens vétérans, a affirmé, bon David Grange, je passe, donc, le Pentagone a nié toutes ces allégations. Le professeur Greg Ekiyan de la Penn State University, expert du phénomène culturel des observations d'OVNI, estime qu'une parfaite tempête d'événements a conduit au regain d'intérêt pour les soucoupes volantes. Comme la plupart des choses dans l'histoire, la réponse réside plus probablement dans une confluence d'événements et de tendances. Ça, c'est marrant de dire ça. La découverte des milliers d'exoplanètes, etc., le développement de nouveaux capteurs technologiques d'espionnage sophistiqués a permis aux militaires de détecter des anomalies avec plus de précision. Cela a également rendu plus pressantes les inquiétudes concernant les mauvais acteurs qui surveillent les opérations militaires. Et les spéculations sur les ovnis a toujours prospéré dans des environnements et des questions sont soulevées quant à la fiabilité des autorités et des experts. D'autres sont plus convaincus qu'il existe des preuves claires de la vie extraterrestre, mais pensent que les agences spatiales et les autorités choisissent de l'ignorer et tentent de le garder secret. Alors, un article récent publié dans le journal of Astrobiology affirme qu'il existe des preuves de la présence d'humanoïdes, cornes de crâne d'ovnis et d'épaves de vaisseaux spatiaux sur Mars. Les auteurs ont affirmé que le rover Curiosity de la NASA avait capturé des images qui ressemblaient à un tumulus funéraire d'un humanoïde coussin à moins de 350 pieds de ce qui semblait être un site de crash. L'un des auteurs, Rudolf Schid, astrophysicien au centre d'astrophysique de Harvard, a déclaré au milieu des années 60, après être devenu astrophysicien à Harvard-Smithsonian, j'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles les corps extraterrestres et les épaves d'engins à l'étude dans une installation spéciale du bâtiment 18 de la base aérienne de Wright-Patterson. Selon les rumeurs, un collègue senior... Alors, c'est les rumeurs, toujours. Alors, il a ajouté les auditions devant le Congrès américain sont simplement confirmées. Il va de soi que s'il dépend des extraterrestres qui sont écrasés sur Terre, il est tout aussi probable qu'ils soient écrasés sur la surface d'autres planètes. Plusieurs missions de recherche désormais, la vie en dehors de la Terre. Le docteur Zhurbun Chen a déclaré qu'il espérait que la vie sera trouvée de son vivant. Je l'espère vraiment, je pense qu'il y a de bonnes chances de retrouver une vie disparue et peut-être une vie maintenant, a-t-il déclaré. Si nous découvrons que la vie est produite aux maintes fois dans notre système solaire, cela constituerait un énorme pas. Avant qu'il suggérait qu'il y a de fortes chances qu'elle existe également ailleurs. Alors, ce qui est marrant, le titre de l'article, je ne sais pas si vous avez vu, la Chine pourrait être responsable des ovnis sur l'ancien responsable. Eh ben, pas du tout, il ne l'a pas dit. Donc, est-ce qu'il y a de la désinformation vis-à-vis de ce personnage? C'est tout à fait possible parce qu'on repasse en fait sur les domaines du crash, les domaines d'humanoïdes, etc. Est-ce qu'il y a un brouillage de pistes? C'est tout à fait possible qu'il ne joue pas franc jeu. Je ne sais pas. Par contre, il pense quand même aussi, parce qu'il pense aussi, il parle d'engins d'espionnage, etc. Il n'a pas dit que c'était la Chine, mais il pourrait très bien penser, et à un moment il a déclaré un peu qu'il pourrait s'agir d'objets effectivement d'espionnage, etc. Il parle d'engins d'espionnage de haute technologie, donc des technologies avancées. Donc c'est possible, voilà, mais effectivement on sent que quand même ça brouille un peu les pistes, de telles déclarations ça brouille les pistes quand même. Il faut absolument prendre aussi du recul avec ce type de déclaration, même si le personnage est quand même quelqu'un quand même d'important, qui a été important à la NASA. Il faut faire attention avec ça. Voilà, alors est-ce qu'il y a des informations actuellement? Je ne sais pas. Néanmoins, voici une autre information, elle n'est pas des moindres, il s'agit d'un pilote et vous allez voir, c'est tombé comme ça là sur un article de Daily Stars et je trouve ça bizarre que ça arrive comme ça au même moment pratiquement au même moment que les récentes déclarations là qu'on a eues. Donc ça c'est du 24 août aussi hein, c'est très croisé. Donc les pilotes de chasseurs américains disent que les ovnis du Pentagone pourraient être des avions espions du projet noir. Voilà. Alors on recommence comme dans les années 90, on recommence avec des avions espions parce que si vous vous rappelez pendant la vague belge, etc.,
La Belge, c'était des avions espions. Et là, on repart là encore sur des avions espions. Décidément, ils ont beaucoup d'avions espions. Donc, les observations bizarres du AP à haute vitesse qui pourraient tourner en angle droit ou s'arrêter complètement en l'air sont presque certainement expliquées par un projet secret du Pentagone. Et 2 pilotes expérimentés ont décrit comment il pourrait fonctionner. Ah. Alors, Ward Carroll a parlé de la bureaucratie qui empêche la bonne gestion de l'information OVNI. Ward Carroll a parlé deux anciens aviateurs de S-Navy pensent avoir résolu le mystère des OVNI. Ouais, bon, d'accord. Ces dernières années, des images ont émergé de sources militaires américaines montrant des avions bizarres qui semblent défier toutes les règles de vol. Aujourd'hui, les anciens pilotes de chasse, Ward, Mouch, Carroll et Brian Sunshine Sinclair, se sont réunis pour expliquer les observations déroutantes. L'article de Daily Star, je le mettrai bien sûr en lien. Personnellement, j'ai un doute sur alors non pas sur la validité ce qu'ils disent, mais sur les intentions. Parce que des projets militaires, il y en a, il n'y a pas de problème, hein, ça a toujours été. Par contre, eux, ils prétendent détenir la vérité en tant que pilote de chasse. Alors, quand on est pilote de chasse, on n'a pas accès à tous les projets secrets. D'accord ? C'est compartimenté à plusieurs niveaux. D'accord ? Donc, par exemple, les pilotes de chasse ne savaient pas ce que savait, par exemple, David Grusch. Par exemple, ne savaient pas. Donc, cette information est sortie pratiquement chassé-croisé avec avec celle-ci. C'est du 26, c'est du 24. Personnellement, je suis en train de croiser des faisceaux en fait d'informations qui s'entrecroisent sur une certaine période. Et je pense qu'il y a, comme d'habitude, des opérations de désinformation. Il n'est pas impossible qu'ils aient touché un petit chèque. Alors je sais que ça fait un peu complotiste, mais les types, ils disent directement qu'ils ont conclu que les ovnis c'était ça. Enfin, personnellement, je doute depuis 1947 et même avant 1947, à l'époque des Foo Fighters, qu'on avait des Black Project, quoi. On avait des Black Project, sachant que les projets les plus avancés, c'était des projets allemands avec les espèces d'ailes volantes. Donc là, on essaie en fait de faire partir, encore de rationaliser quelque chose qui paraît totalement incroyable, et on essaie en plus de mettre en doute la validité de ce que voient des pilotes civils et militaires. Donc, je pense qu'à mon avis, cet article et les déclarations de ces personnes, c'est une désinformation. Je pense que c'est une information en fait qui va mettre en doute, si vous voulez, la validité des informations que l'on a actuellement sur les phénomènes aériens non conventionnels. Donc voilà pour cet article. Et je note plusieurs autres petits articles qui sont en faisceau croisé. Alors je pense qu'il y a une opération de déstabilisation, c'est un classique. C'est normal. On essaie en fait de minimiser, si vous voulez, l'impact de ce que l'on sait maintenant. Et on essaie surtout de ralentir la communauté scientifique parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui s'y intéressent. On essaie de ralentir tout ça. Et donc, j'ai l'impression qu'on essaie de s'accrocher à des branches, en fait, en balançant tout un tas d'articles en disant c'est des projets noirs ou c'est des technologies d'espionnage chinoises, etc. J'ai l'impression que ça n'arrête pas, et si vous voyez, c'est pratiquement à la suite en fait. C'est à la suite, donc c'est très bien organisé, c'est très bien lancé sur les canaux. Je ne doute pas que des services de renseignement sont derrière. Hein, je pense que franchement, s'il y a des faisceaux d'informations qui me font penser à une opération de déstabilisation, une sorte d'opération psychologique, de façon à minimiser l'impact des éléments que nous avons actuellement.
Et puis l'impact, bien sûr, vis-à-vis des communautés scientifiques, de façon à ce qu'elle soit freinée, en fait, dans son élan, hein, vis-à-vis de ça. Donc, forcément, l'article est ridicule. Enfin, bien sûr, je vais mettre le lien, mais ce qu'il raconte, les pilotes, c'est totalement ridicule, parce que sur l'historique de l'ufologie, l'historique, en fait, de l'ensemble des témoignages au niveau mondial, le projet, le Black Project ne fonctionne pas. En plus, la teneur des témoignages que nous avons, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, oui, il peut y avoir des témoignages avec des observations d'avions qui paraissent plus ou moins non conventionnelles. Ça, c'est un fait, c'est pas un problème, hein. Sûrement que le F-117, lorsqu'il a été caché pendant au moins 10 ans, il a dû voler aux États-Unis et il a dû être pris à un moment à très haute altitude, comme il est à moitié triangulaire. Il a dû être pris pour les ovnis. C'est pas un souci, ça. Mais ça n'explique pas forcément tout ce que voient les pilotes civils et militaires quand il s'agit de sphères, hein, parce que là, Black Project, ça ressemble pas à un avion. Sachant que je réitère l'information comme quoi on met des centaines de milliers de dollars dans le F-35 Lightning. Donc ça reste encore, comme je le dis, ça reste encore un avion avec des ailes et un réacteur et ça fait du bruit. Donc ça tient pas trop la route. Par contre, c'est vrai que en matière de désinformation, c'est un classique que moi j'ai connu par exemple dans les années 90, hein, ce que l'on voit là à l'écran. Voilà, donc autre information, alors ça m'est passé un petit peu comme ça vite fait sur Twitter, et là je mets cette information sur Twitter. Le MUFON donc pourrait être tout simplement compromis par la CIA. Alors, c'est de Disclosure 89. Donc voilà. Donc le MUFON est-il compromis par la CIA ? C'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez en fait, enfin pour certains d'entre vous, vous connaissez les opérations de la CIA en même temps du FBI en particulier dans les années 50-60. Donc le but était de rechercher bien sûr des communistes, etc. Mais pas que. Et donc c'est de l'infiltration en fait d'agents de renseignement ou de gens qui sont en lien avec des agences de renseignement. Et infiltre en fait des mouvements, des associations, etc. pour en fait savoir. Hein. Le but c'est de la récupération d'informations. Hein. C'est le but des renseignements, de savoir, hein, d'écouter, de savoir. Et donc, il y en a qui se posent la question si effectivement le MUFON. Alors je pense que oui parce que c'est, on va dire que c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Il y a eu un moment du noyautage de certaines associations françaises par les services de renseignement. Je me souviens bien de l'interview que j'avais faite avec la personne et une personne qui a été quand même qui a une certaine position, et c'est vrai qu'effectivement c'est classique, si vous voulez, c'est savoir en fait ce que pensent les ufologues, savoir ce que pensent les gens qui sont à l'intérieur de ces structures. Après, surtout quand c'est des gens par exemple qui ont un certain statut, hein, ça les intéresse, hein, voilà. Donc est-ce que le MUFON peut être tout à fait infiltré? C'est tout à fait normal. Si vous voulez, alors même si ça paraît pas normal, mais c'est normal pour surtout là à l'époque, à la période où nous vivons, hein, depuis les allégations de David Grosh et les déclarations des lanceurs d'alerte. Effectivement, je pense qu'il y a une multiplication, si vous voulez, des opérations d'infiltration pour savoir ce que pensent les organisations ufologiques, les enquêteurs, les écrivains, etc. Donc c'est comme ça, hein, c'est une espèce de paranoïa aussi vis-à-vis de ces agences de renseignement. Donc le but c'est d'écouter tout le monde, de voir tout le monde et puis de faire des rapports. Hein. Voilà. Alors autre information, il s'agit alors on parle toujours de désinformation. Il s'agit des déclarations, j'ai vu ça sur Twitter, de Jim Semivan, qui est un ex de la CIA. Il y a une entité là-bas, il y a une sorte d'intelligence non humaine qui vit avec nous sur cette planète, nous a déclaré donc cette personne, et donc je vois le commentaire sur Twitter: la CIA entretient le mystère des pans, brouiller les eaux et de la désinformation, protège-t-il le secret ou cache-t-il la vérité aux yeux du public? Alors
Alors, on va s'arrêter sur le personnage. Alors, il est ancien officier de la CIA. Donc, il déclare en fait qu'il y a toute une autre réalité qui nous entoure et que nous avons tout simplement pas la capacité de la voir. Ce qui est d'ailleurs pas faux. Il y a quelques mois, l'ancien officier de la CIA, Jim Semivan, avait fait une déclaration choquante affirmant qu'il y a toute une réalité qui entoure et que nous n'avons tout simplement pas la capacité de la voir ou avec laquelle interagir. Alors, c'est intéressant comme déclaration parce que quand je dis qu'ils ne savent pas ce que c'est, ça va dans le sens. Je me souviens avoir tombé sur un rapport de la CIA, du moins des canaux de transmission d'informations de la CIA qui ont été déclassifiés par la FOIA. Et j'avais traduit, en fait, je m'étais amusé à traduire ça. Et en 1973, ça date de 73 ou 74, ils ne savaient pas ce que c'est. Ils ne savaient pas ce que c'était les ovnis. C'est marqué dessus, c'est noir sur blanc, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent de substance. Alors, je sais pas pourquoi ils insistaient sur le mot substance à plusieurs reprises, justement. J'avais été surpris, je l'avais relu plusieurs fois. Et effectivement, ils ne savent pas, en 73, ils ne savaient pas ce que c'est. Alors, est-ce que d'autres services le savaient et eux ne le savaient pas? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est un canot de désinformation, un document de désinformation? C'est tout à fait possible aussi. Mais ça date de 73-74, c'est un document interne. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, ça met en avant, ce qui m'intéresse, c'est que ça met en avant, en fait, sur le fait, mon idée qu'ils ne savent pas. Donc il a travaillé pour le CIA pendant 25 ans avant de rejoindre To the Star Academy, donc de Tom DeLonge, avec 2 anciens membres du gouvernement et une organisation qui prétend être responsable des fusions des armées. Alors on a vu que là c'était plutôt To the Star Academy, c'était plutôt là on n'entendait plus parler. Donc il a décrit comment il a rejoint la CIA et a acquis des années de formation spécialisée en espionnage, oui, mais aussi en manipulation publique, je pense, puisque la CIA opère selon des principes de besoin de savoir, Ben oui, c'est ça, c'est le service de renseignement, c'est besoin de savoir, c'est l'obsession de savoir. Donc Semivan n'a été spécifiquement informé d'aucune étude liée aux ovnis, malgré le fait qu'une analyse de la CIA, Kit Green, est bien connue sur les recherches sur le paranormal. Selon lui, il existe une force qui peut contrôler notre environnement, qui peut nous mettre des pensées dans la tête. Bon là, ça va un petit peu loin. Alors, en fait, Semivan a déclaré que les ovnis aperçus par la marine provenaient d'un autre monde. Et il y a des affirmations choquantes concernant les objets volants non identifiés. Des interviews avec James Landell affirmant... Alors, allez voir l'interview, on peut le trouver sur YouTube, affirmant que ces événements peuvent être surprenants, en particulier pour les enfants. Tiens, c'est étonnant. Lorsque nous avons lancé le TTSA, nous vous en parlons tout le temps. Sommes-nous sûrs de vouloir divulguer ces informations? Je veux dire, tu sais, allons-nous effrayer les enfants de 8 ans? J'avais des amis qui disaient « Oh, ma fille veut tout savoir sur les ovnis, pouvons-nous vous en parler ?» J'ai dit « Non, je ne vais pas vous en parler. Qu'est-ce que je vais lui dire à ces gamins de 10-11 ans? Une telle réalité pourrait les tuer psychologiquement pour le reste de leur vie. » Ah bon? Pourquoi ça? Oui, il existe une force qui peut contrôler notre environnement et nous mettre des pensées dans la tête. Ah bon? Alors, il parle de choses psychiques, qu'ils peuvent vous mentir, vous tromper et que vous ne contrôlez pas votre vie. Dit ceci à un enfant de 12 ans, bien succinct. Semivan suggère que le trou du lapin est beaucoup plus profond lorsqu'il s'agit du phénomène ovni. Alors, c'est très étrange, très étrange. Je me demande si ce n'est pas encore une opération de désinformation, une prolifération d'informations toxiques, visant forcément, frôlant l'incroyable, le fantastique, de façon encore à écarter les véritables études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou anomalies aériennes non conventionnelles. Donc effectivement, est-ce qu'on peut penser à ça vis-à-vis cet ancien agent de la CIA? Moi personnellement, ces agents-là, ils sont toujours sous contrat, c'est-à-dire ils sont toujours sur un contrat moral avec leur ancienne agence. On peut pas raconter n'importe quoi quand on est un agent de la CIA et j'ai un doute sur ces dires. Alors quand il dit que par contre, c'est ce que je dis souvent, il y a une part de faux, une part de vrai. Je pense que la part de vrai, c'est le fait qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc là, il vient de le dire dans l'article. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à contrôler ce que c'est. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'en parlent pas. On en a parlé lors du premier live. Effectivement, peut-être ils ne savent pas ce que c'est. Par contre, là, il va trop loin en disant oui, c'est métapsychique. On est presque sur les idées de Jacques Vallée, mais aussi les idées de Jean Sider, le philologue Jean Sider, le philologue français. Donc,
Cette espèce d'entité qui nous contrôlerait. Donc on en parlera pour le débat d'hypothèse. Voilà donc pour ces dernières informations. Ce fut intéressant. On a encore pas mal de choses. Alors juste en dernier lieu, il y aura bien sûr le live, j'ai mis les informations, le live pour le 30 août, le mercredi 30 août à 21h. Le live sera consacré aux hypothèses en présence, avec en plus une nouvelle hypothèse qui vient encore d'arriver, qui concerne l'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir en parler. Alors ça sera en 3 phases, c'est-à-dire la première, première phase, c'est un avertissement avant de commencer bien sûr l'émission, avertissement, mise en garde. Deuxième, on fait le tour ensemble des hypothèses. Et troisièmement, on parle du débat. Donc j'ai mis le lien Discord, vous pourrez bien sûr participer sur le lien Discord, mais il y aura des règles bien précises. Ce n'est pas obligatoirement aussi une tribune pour lancer en fait toutes ces idées, mais bien sûr on pourra débattre, vous pourrez en fait faire valoir votre hypothèse, celle que vous préférez, etc. Mais ce sont pas des tribunes de vérité, c'est bien ce que je tiens à le préciser à certaines personnes, c'est bien de faire des grandes réponses, des gros pavés, mais moi j'ai pas besoin de gros pavés, j'ai besoin en fait qu'on vulgarise et qu'on écourte, et puis qu'on n'arrive pas avec l'argument, voilà, j'arrive, je pose ma vérité, c'est comme ça, il n'y a pas autre chose, et après contrecarrer les autres parce que ça nous plaît pas ou que ce n'est pas notre vision, etc. Donc je tiens à repréciser justement par rapport à ce message que c'est pas une tribune, c'est quelque chose où chacun peut partager des éléments qu'on peut partager, des hypothèses, des théories, etc. Alors il y a plein de théories, on fera le tour des théories, mais pas toutes les hypothèses, il y a à peu près une bonne quarantaine d'hypothèses, plus à peu près une centaine de théories. Ça fait 140 en tout, donc c'est pas possible. Mais on va pouvoir faire le tour des grandes hypothèses, et puis on va pouvoir en débattre. Et puis avant, on mettra l'avertissement et la mise en garde. Voilà, donc ça sera bien expliqué. Voilà, je vous dis donc à mercredi pour le live, et puis bien sûr à une prochaine pour le UAP News, avec bien sûr sûrement d'autres infos intéressantes. Allez, ciao, bye.